De retour en plateau pour l'instant des débats. On aura deux sujets à évoquer. On va parler de cette loi Ake qui concerne le bail à usage domestique. On va se demander ce qu'elle devient. On va parler aussi de cette actualité dans les rues de Cotonou et environ. L'essence de contrebande a pris du prix. On est passé désormais de 450 francs CFA à 800 francs CFA, 900 francs CFA par endroit. Ce sont les deux sujets qu'on va évoquer. On va commencer déjà par le tout premier, notamment le bail à usage domestique et cette loi proposée et par Akhenatonde et votée par l'Assemblée nationale. Cela fait un bon bout de temps maintenant, en tout cas, que cela a été fait. Mais on n'a pas l'impression que cela touche, en tout cas, la vie des citoyens en tant que tel. William Clécan, bonjour. Bonjour, Eric, Tanguy, bonjour à tous. On sera trois ce matin pour tenir les discussions, William. Une loi qui a été votée depuis bien longtemps et dont on ne sent pas les effets. Une loi qui est venue régler quand même un problème. C'est pour cela qu'on avait beaucoup d'attentes par rapport à cette loi. C'était tout normal, le bail à usage d'habitation. Vous savez, on n'a pas construit nos grandes villes sur des perspectives lointaines, non. Les gens se sont installés au bord des côtes et progressivement autour de l'activité économique autour de bien de choses. On a construit Cotonou comme ça et après, bon, les villes environnantes, ainsi de suite. On ne s'est jamais assis pour dire, bon, finalement, on aura un pôle économique à Cotonou. Comment est-ce que les gens vont vivre, les travailleurs, les commerçants, les gens aux revenus modestes? On n'a jamais réfléchi à tout ça. Donc, c'était quand même une loi qui constatait que, attention, nous repeuplons un territoire, nous occupons anarchiquement un territoire où nous y vivons comme nous voulons, mais quand même, il faut qu'on organise ça. Nous sommes en train, le monde évolue avec des innovations et des réglementations en tout. Donc, dans notre façon d'habiter ces grandes villes-là, Abomey, Calavi, Cotonou, Sapé-Podji et autres, il faut, et même dans le septentrion, il faut réorganiser. Maintenant, dans ces nombreuses attentes que nous avions, la loi a un début de solution pour quelques petites choses, mais il y a beaucoup de choses. Oui, Eric, on n'a pas l'impression que cela a changé en outre mesure notre vie et notre quotidien. Absolument, ça reste une loi certes votée, mais qui n'a pas trop d'impact dans la vie des Béninois, dans la mesure où, au-delà du fait qu'elle soit votée, on ne sent pas un grand changement dans le comportement des propriétaires qui devraient quand même essayer d'intégrer, n'est-ce pas, le contenu de cette loi au contrat pour permettre à chaque citoyen de pouvoir véritablement jouir d'une telle loi. Vous savez, dès le premier jour où on a voté cette loi, moi j'ai toujours souvenir de cette loi. Bon, allez demander donc aux députés de vous louer des maisons, si tant est que c'est eux qui ont donc voté cette loi, allez les voir. Donc aujourd'hui, quand tu as un problème et que tu essaies de faire recours à cette loi pour essayer d'avoir une forme de compréhension de ton propriétaire, la phrase, elle est toute trouvée. Va voir les députés, puis ils vont régler ton problème. Aujourd'hui, de plus en plus, quand je prends l'exemple de Cotonou, nous savons que ça devient difficile d'abord de se trouver une petite location. Et en plus, vous savez, la surenchère qui est faite autour aujourd'hui des habitations. Je pense que cette loi, au-delà de l'émotion que ça a créé le jour où ça a été voté, il y avait tellement de très bons commentaires. Je pense que ça fait partie de l'une des rares lois. Après que ça a été voté, les gens ont trouvé que ça venait quand même répondre véritablement à un problème. Mais le temps de l'émotion est passé. Oui, le temps est passé, etc. La distance s'est installée. Est-ce que véritablement on a eu des impacts dans le fond? Non, je ne pense pas. William pense que oui, quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Vous voyez, déjà, la loi prévoit certaines choses, beaucoup de choses. La plupart n'ont pas été mises en application, mais il y a des efforts faits à certains niveaux. Quand on prend par exemple le contrat type de bail, avant cette loi, vous voyez des clauses contractuelles, vous vous demandez comment un contrat peut stipuler des choses comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, avec la mise à disposition des instances publiques du contrat type de bail, au niveau des agences immobilières, au niveau des bailleurs, au niveau des propriétaires de maisons, au niveau des preneurs, les locataires,
il y a un peu plus de clairvoyance, même si tous ne respectent pas ce contrat type. Il y a au moins une mise à disposition d'un formulaire, d'un gros canevas dans lequel on peut s'entendre. Oui, mais avant, cela existait aussi, des contrats sous seing privé. Oui, mais pas un contrat type. Oui. Mais pas un contrat type qui s'inspire des dispositions de cette loi. Un contrat type qui oriente déjà correctement le bailleur pour éviter ces dérives et commence pas à mettre déjà également le preneur dans la peau de ses obligations contractuelles vis-à-vis de son propriétaire. Maintenant, à part cette avancée, il y a l'ancrage mitigé de cette disposition de l'alinéa 3 de l'article 57 qui parle d'un cautionnement à titre de garantie de pas plus de 3 mois. C'est légèrement entré dans la tête de certains, même si, et là je commence à parler des insuffisances. Oui, une grosse résistance. On trouve des voies de contournement parce que on se dit, voilà, et Eric a dit tout à l'heure, on dit, va demander aux députés de te construire. D'autres carrément disent, Talon n'a pas construit ma maison, comme si c'est Talon qui a fait voter la loi ou si c'est Talon qui a voté la loi. En fait. Donc en fait, sur ce principe, on a trouvé beaucoup de voies de contournement. On parle par exemple de prépayé, après avoir pris 3 mois régulièrement de cautionnement à titre de garantie, 3 mois de prépayé. Vous voyez, donc ça revient un peu à 6 mois de caution légèrement. La loi parle de professionnalisation carrément et beaucoup de dispositions l'encadrent de la profession d'agent immobilier. Ce n'est pas très effectif. Ce qui se passe actuellement n'est pas très loin de l'ancien système de démarcheur. La loi parle de perception de 50% du loyer mensuel au niveau des agents immobiliers quand ils finissent leur travail. Vous savez tous qu'ils prennent un mois. La plupart du temps, ils ne prennent pas la moitié, ils prennent l'intégralité d'un mois après avoir rendu ce service, même si théoriquement, c'est ce qui est mis. On vous parlera des contraintes liées également à leur profession. Bref, il y a quelques améliorations. Eric, oui, aujourd'hui, comme William l'a dit quand même, les propriétaires ont commencé à penser que bon, c'est 3 mois qu'il faut prendre désormais. Vous savez, les gens ne sont pas dupes. Ils n'ont pas applaudi cette loi après que ça a été voté, juste parce que c'est une loi qui a été votée, parce qu'on espérait, on attendait un changement. Je dirais même un soulagement, n'est-ce pas, dans la vie de nos concitoyens vis-à-vis de leurs propriétaires. Mais ce soulagement n'est pas arrivé. Je pense que quand on a fini d'évoquer de façon symbolique ces quelques changements d'aspect que William a relevés, quelle était la pratique? Par le passé, le problème était que quand vous rentrez dans la démarche d'avoir une chambre, tellement le cautionnement était très élevé, puisque c'était étendu sur plusieurs mois, que ça devient hyper compliqué pour des gens de mobiliser un budget, un gros budget, n'est-ce pas, pour se trouver une entrée couchée ou bien une chambre salon, voyez-vous. Alors, et donc, c'est ce changement que les gens espéraient. Quand on a dit 3 mois, les gens applaudissent. Ok, d'accord, il me suffit d'avoir, avec un petit budget, je peux me mettre à commencer par chercher une chambre. Mais nos amis, ils ont trouvé, bien entendu, un autre chemin parallèle à ce qui a été demandé. Et c'est là que les questions de prépayés sont venues. Enfin, vous et moi, on n'avait jamais entendu parler par le passé de prépayés. D'où est venue cette affaire de prépayé? Donc, on veut rester dans l'idée de ce qui se faisait, dans la pratique de ce qui se faisait. Au-delà des 3 mois, on vous oblige, n'est-ce pas, à déposer un prépayé. Est-ce que la loi a prévu ça? Je n'ai pas soulevé dans mais ça. Mais quand on parle toujours Et puis, vous évoluez, vous voyez que on a demandé à ce que le métier de démarcheur, que cela soit professionnalisé. Les démarcheurs courent toujours les rues. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mais ils sont de moins en moins... Vous ne pouvez pas vous trouver une chambre aujourd'hui dans Cotonou sans solliciter l'aide de ces personnes. Et vous savez qu'ils ont leur pourcentage. Et parfois... nous sommes parfois victimes de la mauvaise foi. Pour recevoir un appel, c'est 1000 francs. Pour se déplacer, pour aller visiter, aller faire la visite, c'est 2000, 5000. En fonction de la distance, du nombre de chambres parcourues. Et puis tout est bien organisé. Est-ce que tout ça, c'est dans la loi? Je ne pense pas. Donc, ce sont les vieilles pratiques. Vous voyez, ce sont les vieilles pratiques qui restent et demeurent. Et dans ça, vous voyez des gens qui sont victimes de mauvaise foi de ces messieurs. Déjà, il y en a qui vous disent d'abord de leur payer d'abord avant de bouger. Mais au finish, vous n'avez pas la chambre. Vous irez vous plaindre ou auprès de qui? Je pense qu'on a pu... Donc, quand ils réussissent à vous faire obtenir une chambre, vous payez un loyer.
gratuitement pour eux. C'est-à-dire que si la chambre est à 60 000 ou 100 000 francs CFA, vous leur ils ont 60, un mois entier. vous leur mettez 60 000 la ou loi 100 000 parle de francs. 50%. Oui, Mais ils prennent l'intégralité, même si la loi parle de 50%, oui. Ils prennent l'intégralité. Et aujourd'hui, c'est presque une norme. Et ça, tu ne peux pas. Ça nous amène à parler de le citoyen n'a même pas la force de se défendre. Oui, et c'est là que nous allons parler de l'impact social de la loi. Il y a eu un problème d'appropriation également au niveau de la loi. Beaucoup de citoyens ne connaissent que l'alinéa 3 de l'article 57, 3 mois de loyer, et comme cautionnement à titre de garantie. Après ça, ils ne connaissent pas grand-chose de la loi. Et même à propos, ils n'arrivent pas à se défendre parce que vous connaissez le taux d'alphabétisation chez nous et vous savez également, et c'est là que je vais bémoliser, vous connaissez aujourd'hui les conditions dans lesquelles les locations se font dans les grandes villes. Il n'y a presque plus de chambres, vous disent souvent les démarcheurs. Quand vous voulez faire un déménagement aujourd'hui et vous espérez quitter la chambre dans laquelle vous êtes, le confort de cette pièce, vous voulez la retrouver dans un quartier non loin de vous et vous espérez le même loyer, c'est une utopie pure et simple. Vous aurez une augmentation tout au moins de 5 000 francs. Quand pour la même chambre, le propriétaire se voit courtisé par 3-4 démarcheurs qui ont à leur trousse à eux-mêmes des clients, plus d'un ou plus de 2 clients, c'est difficile de venir exiger l'application stricte de la loi. Parlons des dispositions de résiliation du contrat de bail. Quand vous lisez, la loi est très expressive là-dessus, à partir des clauses contractuelles, comme le fait que déjà les dispositions pour résilier le contrat soient mises dans le contrat de bail et dans le contrat type mis à disposition par le ministère. Il y a ça, on demande que les conditions dans lesquelles le propriétaire peut demander au monsieur de lui remettre sa clé, que les conditions soient mises, mais pourtant, combien sont prêts à se voir ou à recevoir une sommation du propriétaire de démolir. Quand j'ai fini de dire ça, je parle par exemple des dispositions relatives également au loyer. Vous savez, la loi permet au propriétaire de mettre parmi les clauses, moi, mon loyer, on ne le rate pas. Au premier loyer impayé, je vous mets dehors. Si le locataire est pour, il signe et il entre. Mais combien sont prêts, même quand ils ont fini de signer ça, sont prêts à accepter que sans avis préalable, même si c'est dans une clause contractuelle qu'on les sorte. Combien sont prêts également, parce qu'ils ont déjà, pour des raisons économiques, pris 2 pas dans la caution, sont prêts à vouloir exiger après 3 mois de caution quand ils savent qu'ils n'ont pas la possibilité d'honorer toutes les fins de mois. Ce qui fait que les propriétaires ont innové. Ils ont innové. Beaucoup de chambres maintenant veulent des loyers trimestriels, parfois même c'est semestriel, parce que le local, il est bien positionné, un positionnement géographique intéressant, il est très adulé par beaucoup de personnes. Est-ce que vous n'allez pas nous proposer peut-être sur instant droit de découvrir tout au long de 2 ou 3 semaines peut-être le contenu même de cette loi, afin d'aider les gens à mieux connaître cette loi. Avec plaisir. Il y a d'autres dispositions, ma foi, qui ne sont vraiment pas connues du grand public. Comment est-ce que la séparation, la résiliation du contrat peut se faire, quelles sont les conditions, etc. On a toujours l'impression aujourd'hui que celui qui met son infrastructure en location, c'est un demi-dieu. Et quand il vient, tout le monde est droit. J'étais allé faire un petit tournage dans une maison à Cotonou et je devrais commencer à enregistrer. Mais il y avait de la musique à fond dans la maison et je m'étais dirigé vers l'endroit d'où provenait la musique. Et j'ai vu sorti votre carte de journaliste. Non, je n'ai même pas encore sorti la carte. Elle était couchée, donc c'était une dame, elle était couchée. Je suis allé vers elle pour dire bonjour madame. Elle m'a regardé d'abord, elle n'a pas répondu à mon bonjour. Jusque-là, moi je ne savais pas que c'était la propriétaire de la maison. Donc, moi j'ai dit bonjour madame, elle ne répondait pas, elle me regardait. J'ai dit bonjour à nouveau, elle a hoché de la tête. Et j'ai dit, bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous excuser, on veut enregistrer, c'est juste pour 10 minutes, etc. Elle ne m'a pas répondu, Et c'est la personne que je suis allé enregistrer qui m'a fait comprendre que c'est en fait c'est la propriétaire. Donc, il ne faut pas vraiment la déranger. Elle a tout le droit de faire tout le bruit qu'il faut chez elle parce que c'est chez elle. Non, quand on parle des propriétaires, Tanguy, la loi parle de 8%
de l'évaluation du coût réel du logement comme étant un montant du loyer annuel. C'est-à-dire quoi? Si j'ai bien compris l'esprit de la loi, je ne me proclame pas bon spécialiste de légistique pour vous l'interpréter, mais si je comprends l'esprit de la loi, c'est que si le loyer si la maison vous a coûté 100 000 francs et qu'il y a 5 pièces dans la maison, donc chaque chambre coûte 20 000 individus. Bon, vous savez que ce n'est pas vrai, mais que chaque pièce coûte... c'est un exemple, c'est une caricature. Et que chaque pièce coûte 20 000 francs, le montant annuel du loyer par pièce, ça fait 8% des 20 000 annuellement. Vous divisez par 12 pour avoir le loyer normal. Combien de propriétés ont essayé de faire cette évaluation? Et c'est là que nous cautionnons. La volonté qui se dégage des propriétaires de pouvoir aller vers le respect de cette loi. Vous savez, c'est une désillusion. Le contenu est bien. Il y a tellement de très bonnes dispositions à la fois pour celui qui loue et à la fois pour le propriétaire. Mais les acteurs... C'est pas une illusion, je pense. Oui, mais puisque ça ne nous a pas permis d'évoluer, on continue toujours pas subir le dictat des propriétaires. Et ce n'est pas par méconnaissance, hein. Même si vous prenez cette loi, que vous passez de maison en maison à chaque propriétaire, que vous le expliquez, eux, ils ont leur idée de cette loi. C'est parce que justement les locataires ne tentent pas des actions devant la justice par rapport à ces propriétaires qu'ils ont toujours l'impression qu'ils sont rois chez eux et qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Il faut trouver un moyen de les contraindre. Absolument. Je pense qu'il faut aussi aller vers un cadre d'échange avec ces messieurs, avec ces propriétaires, histoire encore à nouveau de les sensibiliser à l'effet de respecter les dispositions de la loi. Est-ce que vous avez compris sur les actions? Les citoyens sont vraiment... Quand vous avez évoqué le bruit, il y a aussi une autre loi qui réglemente par exemple la pollution sonore. Est-ce que ce propriétaire, ou bien la propriétaire, la dame... Elle est affivadiée, hein? Est-ce qu'elle n'a pas connaissance de ça? Vous lui aurez peut-être relevé ça. Elle vous dira de quitter la maison, de louer où vous voulez. Et parfois, nous aussi, les locataires, ils se résignent. Pourquoi ils se résignent? Ils vous diront que c'est un positionnement qui facilite leurs activités économiques. La loi dit de ne plus mettre... quand c'est un bail à usage d'habitation, de ne plus mettre en vente ici du jus de bissap, en vente ici de la glace. Mais combien de locataires sont prêts à respecter? Mais l'État aussi. Et la Commission nationale d'évaluation des immeubles bâtis ou j'oublie la formulation, comment la loi appelle ça. Est-ce que l'État l'a mise en place? Sinon, si elle est en place, elle est peut-être dans les actes, cette commission. Elle est dans les documents administratifs, dans le réel. Est-ce que nous, on touche ça du doigt? Est-ce qu'on voit cette commission faire son travail pour dire à chaque propriétaire, attention, vous, votre local, il est évalué à tel, vous n'avez pas à fixer des montants de loyer au-delà de tel montant. Alors là, il faut aussi des responsabilités spéciales justement pour ça. Il y a une chose que je ne comprends jamais chez les propriétaires. Hein. C'est-à-dire, plus le bâtiment vieillit, plus ils augmentent le loyer. Vous avez compris quelque chose à ça? C'est-à-dire qu'il a construit son bâtiment il y a 20 ans, mais le loyer qu'il avait fixé il y a 20 ans, c'est le double maintenant, quoi. Alors que le bâtiment, il a vieilli. Justement, la loi ne permet pas non plus d'évoluer parce que quel est le mécanisme? Il te dit que c'est la vie qui a pris du coup. Quel est le mécanisme justement de l'État pour évaluer la fixation de ces prix? Ça n'est pas uniforme. Chaque propriétaire évolue en fonction de l'investissement qu'il a fait pour la construction de sa maison et puis le prix est fixé, voyez-vous. Et vous n'avez pas le droit en réalité même de débattre. Soit vous le prenez, soit vous passez à autre chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous faites le tour de Cotonou parce qu'en fonction de votre budget, vous essayez de voir sur chaque proposition, est-ce que c'est conforme à votre budget, n'est-ce pas, avant de vous trouver une chambre véritablement. Autrement, quand bien même vous avez une volonté de quitter votre location pour une autre location, ça vous fait des mois et des mois. Est-ce qu'il ne faut pas carrément une politique de logement de la part de l'État? Cette affaire de logement social ne règle pas encore le problème. Hein. Elle n'a jamais réglé le problème. Oui. Et la politique de logement des gouvernants est pour moi extrêmement mal orientée. Parce que je ne suis pas spécialiste de l'habitation, mais quand vous voyez un quartier comme Zogbadje ou un quartier comme Cité La Victoire dans Abom et Calavi, qu'on a laissé à des professionnels, qu'on a laissé à des gens aux grosses bourses pendant longtemps et aujourd'hui, même si l'État a une politique sociale de logement à l'endroit des étudiants aujourd'hui d'Abom et Calavi pour les siècles à venir, près de 100 000 étudiants, l'État n'a presque plus de moyens, sinon l'État, pour exproprier, a besoin de beaucoup de milliards. Pour moi, c'est extrêmement mal orienté. Vous voyez, on développe aujourd'hui la zone industrielle de Glodjibé.
tout autour, pour moi, c'est aujourd'hui qu'il faut penser. Spéculation qui a monté. Il y a une spéculation très folle. Vous voyez de jeunes diplômés qui ont trouvé un petit job à l'intérieur de la GDIZ. Ils sont à 65 000, 70 000, mais ils sont obligés de se mettre à 3 pour pouvoir louer à AZ parce que le logement a déjà pris une spéculation. Pourquoi, dès maintenant, on ne prévoit pas ce qu'il faut? Parce que je l'ai dit pour le cas de l'Université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, si on fait une projection dans le futur, on dit dans 50 ans, l'Université d'Abomey-Calavi va compter 200 000 étudiants, 4 000 places en résidence universitaire ou les quelques immeubles construits par les politiques pour des loyers extrêmement élevés, comme si c'était des fonctionnaires qui les louaient là, ne pourront plus suffire à la demande. Il faut que l'État mette une politique de logement en place. Il faut déguerpir les gens. L'État va dépenser énormément pour pouvoir exproprier des propriétaires et construire. Et c'est comme ça. Les grandes zones d'attraction, les grands pôles économiques, nous ne pensons pas à la politique de logement tout autour. Et aujourd'hui, à Abomey-Calavi fait plus du million d'habitants, c'est la cité dortoir. Mais est-ce qu'elle va la demeurer longtemps? La question se pose. Moi, je pense qu'il y a toujours des non-dits dans cette affaire de logements sociaux. Et finalement, on se rend à l'évidence que c'est plus orienté à l'endroit des fonctionnaires de l'État, dont le revenu n'est peut-être pas trop élevé pour s'offrir une grosse villa. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à s'en procurer? De pouvoir s'en procurer. Ça n'est pas du tout à l'endroit de nos jeunes étudiants. De nous là. Non, quand même, docteur. Je ne mettrai pas dedans. Ah oui, si, il faut le faire. C'est pas suffisamment orienté à l'endroit de la basse classe, voyez-vous, et qui, justement, est plus dans le besoin que la cible qui est choisie au niveau des fonctionnaires. Quand vous allez dans la zone rien que de l'Université d'Abomey-Calavi, allez-y voir la souffrance des jeunes étudiants. C'est une grosse galère. Moi, je pense qu'on a même plus besoin d'une autre politique de logement, n'est-ce pas, en fonction de leur proximité avec l'université, que nos fonctionnaires qui sont déjà, en tout cas, pas mal lotis, dont on est en train de réaliser des logements sociaux. Allez, quand on parle de galère, il y en a une qui nous étouffe, qui nous tient à la gorge depuis dimanche, doit-on dire. Le litre de l'essence de contrebande aux abords des routes qui a flambé de prix en matière de prix. Donc, on est passé du simple au double, nous apprend en fraternité ce matin. Vous avez compris quelque chose à l'affaire, Eric? Oui, le Nigeria a perdu la canne. Vous l'avez annoncé. Donc c'est ça. Il fallait soutenir le Nigeria. Vous avez été suffisamment prévenu. Vous avez fait l'option de soutenir Attiéké. C'est quoi? C'est une affaire d'humeur, c'est ça? Pas d'humeur, mais vous avez dit de choisir entre Attiéké et le carburant. Et le carburant. Vous avez choisi Attiéké. Nous avions communiqué sur ça. On va parler plus sérieusement. Qu'est-ce qui nous arrive depuis avant-hier à votre sens? C'est vrai que les prix ont vraiment augmenté et quand vous allez sur les réseaux sociaux, la question qu'on vous pose, chez moi, le prix à 800 et quelques, chez vous à l'antenne, c'est à combien chez vous? Vous avez des prix vraiment assez exorbitants. Alors, je ne sais pas à quoi cela est véritablement dû. Nous savons que nous sommes un peu habitués déjà à cette flambée de prix du carburant. Nous savons aussi que ça ne vient pas de chez nous. Donc, il faut peut-être aller voir. Est-ce que du côté du Nigeria, on n'a pas encore pris une nouvelle mesure, certainement, et qui nous a fait ici? Mais toujours est-il que nous attendons vivement la normalisation des relations pour que nous puissions vraiment avoir une offre de soulagement sur ce secteur-là. Autrement, nous allons continuer par subir. William. C'est une fluctuation normale, dira-t-on. C'est une denrée excessivement consommée qui, saisonnièrement, fait ses courbes et fait des déboires. Parfois, le prix du double. Comme à la bourse. C'est comme une bourse, hein. C'est la BRVM. Ça monte, ça chute. Je ne sais pas. Mais quand même, je trouve que ça a un impact. Quand vous quittez Abomey-Calavi pour Cotonou, pour Menontin ici, les matins, vous avez 10 minutes de route quand vous ne quittez pas très loin d'Abomey-Calavi, comme moi. Mais attendez, ce n'était pas le cas habituellement les lundis ou les mardis. Vous faites de sérieux bouchons au niveau du carrefour Ita, au niveau du pont de Djonou, le pont de Wedonou. Et pour négocier l'échangeur de Godomé avec les différents travaux aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Mais vous avez la circulation qui est extrêmement fluide. Vous passez en 10 minutes, vous êtes à Canal 3 Bénin, en fait. Pour vous dire que l'impact, il se fait constater
constater déjà, il se fait constater sur le coût de revient du transport individuel. Le transport en commun aussi sera impacté. Ça, c'est clair, parce que quand vous allez faire cette petite expérience de rentrer dans un Tokwa tout de suite, c'est sûr que 50 francs ou 100 francs s'ajouteront au coût des trajets habituels. Maintenant, les causes, je n'ai pas... Je crois que Fraternité nous propose quand même une explication assez intéressante. Oui. Je crois sous la plume de Ange Pauline Touama, qui dit ceci, que des marchandises de l'essence de contrebande sont bloquées au niveau donc des frontières poreuses entre le Nigeria et le Bénin. Les contrebandiers subissent le diktat de la lutte contre la contrebande au niveau des passages illégaux vers le Bénin. En conséquence, les prix de l'essence ont flambé. Donc, c'est un blocage qui a fait que justement, on n'a pas la marchandise et donc le prix a commencé à monter. J'avais aussi l'impression, en tout cas, que cela a trop baissé et qu'on devrait s'y attendre. Quand on a vu un peu que c'est passé à 450 francs CFA, alors que dans les stations-service, officiellement, c'était encore à 680 et quelques, 85 ou 600 quelque chose, je ne sais plus trop. En tout cas, quand il y a ce décalage, on est sûr qu'il y aura blocus quelque part. En fait, sur l'explication de Fraternité, c'est ce que disent justement les vendeurs, que la demande est forte, mais que l'offre n'est pas disponible. Il n'y a pas assez de carburant. Mais au même moment, parmi eux, il y en a qui contredisent cette version, qui disent que certes, il y a blocage, mais il y a de l'essence à l'intérieur. Et comme vous le dites, il y a une certaine surenchère. Et d'autres même vous évoquent la question des mini-stations aux abords des voies, les mini-stations presque officielles qui font le même prix que les consommateurs, les vendeurs du Kpayor. Cela aurait une petite polémique qui était justement donc trois causes probables, trois explications probables. C'est pour cela que je ne voulais vraiment pas m'aventurer sur les explications. Mais maintenant, il est très, très raisonnable de constater que toutes les fois que le Kpayor descend à un certain coût, je ne sais pas par quelle alchimie, mais ça revient à 500 tout au moins, parce que d'aucuns vous diront qu'on leur a dit qu'il ne faut pas que le coût du Kpayor aille en deçà de 500 francs ou pour que les cas se creusent suffisamment entre l'essence formelle en station et l'essence Kpayor. Mais quoi qu'on dise, sachant quelle est l'essence la plus consommée, d'aucuns parlent de 80% de la consommation du marché béninois. Donc, quand c'est comme ça, ça devient vital, et une inflation comme celle-là ailleurs aurait déjà mis en branle l'administration publique, ce qu'on ne voit pas forcément. Oui, mais chez nous, c'est l'indifférence. Ça peut être à 1500 francs CFA dès lors qu'on a donné des agréments à des stations-service qui ont du carburant. Bon, à vous de vous débrouiller, Eric. Oui, en tout cas, on n'a pas encore fini de régler véritablement cette question entre l'habitude d'aller vers les stations-service pour s'habituer au prix réglementaire ou plutôt d'aller vers le Kpayor. On a véritablement le choix. Mais je pense que c'est davantage le moment de continuer par mener des réflexions au niveau de l'État central quant aussi à la multiplication des stations-service et les mini-stations également, pour davantage permettre aux consommateurs, n'est-ce pas, davantage s'orienter vers les stations-service pour s'habituer à un prix. Maintenant, quand le changement intervient, bon, on sait que ça va durer un temps et puis ça va reprendre après. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner pourvu qu'on n'en crève pas. J'espère qu'on ne va pas en crever vraiment et que nos bourses vont pouvoir tenir face justement à la contingence. Les gars, merci beaucoup. Vous passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Après moi, vous allez suivre l'élément de Oulia Tessanossi. Cela s'appelle Immersion, les mardis matins. Et juste après Immersion, vous aurez à suivre la revue de presse. Moi, je vous dirai à demain et passez une bonne journée.